Bonsoir, bienvenue au journal. À la une de cette édition, ce rapport des Nations Unies qui accable la République démocratique du Congo et surtout les agents publics accusés de nombreuses violations des droits de l'homme. 58% des cas enregistrés dans ce pays sont imputés à ces agents publics avec en prime 591 cas d'exécution sommaire enregistrés les 6 premiers mois de l'année 2017. Ce rapport vient d'être publié par l'Organisation des Nations Unies. Gros plan sur ce rapport qui dérange à Kinshasa dans cette édition du 20h. Le 20h également, ce sont ces rues qui grondent du côté de Conakry en Guinée. Alpha Condé sera-t-il candidat pour un troisième mandat? Les manifestations de contestation sont déjà enregistrées dans les rues de Conakry avec arrestations, interpellations et autres. Il ne s'est pas encore prononcé, le président guinéen, mais quelques faits, actes et autres indiquent qu'il pourrait briguer un troisième mandat en 2020. Des réactions violentes sont enregistrées dans ce pays. Et puis l'Afrique face à ces maladies considérées comme les maladies occidentales, les AVC et autres qui déciment les Africains avec parfois des causes qui ne sont pas loin. L'exposition au mercure, par exemple, fait partie de ces causes. À Douala, la restitution des études relatives à quelques cas de pollution liés au mercure indique justement les risques d'atteinte de ces maladies dites occidentales qui frappent aujourd'hui le Cameroun. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Dans cette édition, on vous présentera également les images exclusives de cet accident de train qui vient d'être enregistré dans la localité de Macondo, arrondissement de Ngoué. C'est un train marchandise qui partait de Douala pour Yaoundé qui a connu cet accident au carreau. Selon les dernières informations, un mort. Nous y reviendrons. Le temps d'aller en République démocratique du Congo et ce rapport des Nations Unies sur l'état des droits de l'homme dans ce pays. Les agents publics sont principalement responsables des cas dénoncés dans ce rapport avec des accusations qui tournent autour de 58% de taux de responsabilité dont les chiffres proposés par les Nations Unies, ceux liés aux exécutions sommaires, suscitent quand même des inquiétudes. 591 cas d'exécution sommaire enregistrés pendant les 6 premiers mois de l'année 2017. Michel Seré-Tchoumri. Le rapport que vient de publier le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dresse un bilan inquiétant de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo pour le premier semestre de l'année 2017. D'entrée de jeu, le document indexe les agents de l'État d'être responsables à 58% des différentes violations recensées. Il s'agit des militaires, des agents de police et des agents de renseignement. Au moins 591 exécutions ont été commises. Les provinces du Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental sont les plus touchées. De façon un peu plus détaillée, l'armée est accusée d'avoir exécuté au moins 428 personnes, dont 17 femmes et 140 enfants. La mort de 37 personnes, dont 3 femmes, est par ailleurs attribuée aux miliciens. L'ONU, dans son rapport, fait également état de 80 fosses communes au moins documentées. Elles auraient été creusées à la suite des affrontements entre miliciens et armées. 42 de ces fosses sont bien évidemment attribuées à l'armée. S'agissant toujours des violations des droits de l'homme, le document évoque une hausse des cas de viol, soit 210, une hausse des décès en prison et plus de 5500 évasions. Parmi les violations relevées dans le rapport également, figurent les droits de l'homme à caractère politique avec plus de 170 prisonniers politiques et d'opinion toujours détenus. Le rapport ne manque pas d'évoquer le peu d'efforts engagés par les autorités de Kinshasa pour assurer des enquêtes crédibles et indépendantes sur toutes ces violences évoquées. Et en Guinée, il ne s'agit pas d'un rapport des Nations Unies, mais plutôt les rapports devenus difficiles entre le gouvernement, le président Alpha Condé et les partis politiques de l'opposition. Les rues grondent depuis quelques jours maintenant. Ces rues n'acceptent pas l'éventualité d'un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Il ne s'est pas encore ouvertement prononcé, mais son retour du sommet de l'Union africaine a laissé échapper quelques indicateurs. Et du coup, ces organisations des jeunes, ces organisations des partis politiques ne veulent pas voir Alpha Condé briller un troisième mandat en 2020. Mathieu Wamba.
C'est une foule immense de plus de 2000 jeunes issus du collectif Wankai 2020 qui a défilé hier 25 juillet à Conakry pour protester et dire non au troisième mandat supposé du président Alpha Condé. Ces jeunes qui se sont inspirés du collectif Y en a marre du Sénégal répondaient à ces multiples appels de soutien au président Condé par la Ligue des jeunes de son parti. Parti de l'esplanade du stade du 28 septembre en direction du boulevard Diallo-Telli, au centre administratif de Kaloum, où la manifestation a été dispersée et a dégénéré face à la police et à la gendarmerie qui ont essuyé des jets de pierre et lancé des lacrymogènes. Plusieurs jeunes du collectif Wankai, formés d'artistes et d'intellectuels guinéens, ont été arrêtés, au nombre desquels le chanteur de reggae Takana Zion est conduit à la gendarmerie de Matam au sud de Conakry. Si le président Condé est jusqu'ici resté évasif sur la question de sa succession, la jeunesse démocratique du pays dit, elle, vouloir prévenir toute velléité d'accaparement du pouvoir et revendiquer son droit à manifester librement. Le professeur Condé au pouvoir depuis 2010 devrait céder le pouvoir en 2020 au terme d'une élection présidentielle libre et transparente qui lui trouvera un successeur selon les dispositions légales de la constitution guinéenne. Mais les multiples dérives et sorties malencontreuses, comme celle avec les étudiants de l'université Gamel Abdel Nasser de Conakry au sujet des tablettes électroniques, laissent interrogateurs. Après ces échauffourées, l'un des membres du collectif Wankai 2020, le chanteur Gianni Alpha en liberté, a promis de se rendre à Matam chercher les autres camarades incarcérés, dont le meneur de la contestation Takana Zion, mais de manière pacifique. Quelle valeur faut-il accorder aujourd'hui à ce cessez-le-feu qui est annoncé du côté de la Libye? Les belligérants de la crise libyenne se sont engagés avec les déclarations de bonnes intentions, sauf que cette déclaration de cessez-le-feu n'a pas été signée et du coup on s'interroge sur le processus qui est annoncé, sur l'éventualité d'une élection programmée de ce côté-là. S'agit-il d'un trompe-l'œil ou tout simplement des avancées et un cessez-le-feu sans garantie? Les questions sont posées aujourd'hui, Salamatou Badian. Fayez Sarraj, chef du gouvernement d'entente nationale, et le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, sont présentés comme les principaux protagonistes de la crise libyenne. En effet, depuis la chute du colonel Muammar Kadhafi en 2011, l'on assiste à une balkanisation du pays. Le gouvernement de Tripoli bénéficie d'une légitimité politique reconnue par la communauté internationale, tandis que la puissance de l'Est gère le terrain militaire. Cependant, pour aider à sortir la Libye de cette crise, l'option d'une réconciliation a été adoptée. Pour la première fois, deux grands rivaux, deux frères ennemis, qui se disputent le contrôle de la Libye et qui hier n'arrivaient même pas à s'asseoir, encore moins s'entendre, se sont accordés sur une déclaration sous les auspices du président français Emmanuel Macron à la Celle Saint-Cloud en région parisienne. Le Premier ministre Sarraj et le maréchal Haftar ont agréé un texte évoquant un cessez-le-feu et la tenue d'élections au printemps 2018, mais ne l'ont pas encore signé. Néanmoins, pour certains observateurs, c'est déjà une étape vers la reconstruction, comme l'évoque le document, qui précise également une feuille de route pour la défense et la sécurité du territoire libyen contre les menaces et les trafics. Sauf que pour les plus sceptiques, un risque de créer un troisième parlement et d'accroître encore les fractures plane. Car, rappelons-le, il existe de nombreux clans rivaux organisés en milices qui s'affrontent. Djihadistes et autres mouvements armés écument actuellement la bande sahélo-saharienne. Et même dans les deux camps, la communication n'est pas des plus fluides. Par ailleurs, le document, en 10 points, réaffirme que seule une solution politique permettra de sortir de la crise libyenne et réitère la validité des accords de Skirat au Maroc signés en 2015 sous l'égide de l'ONU. Tout de même, c'est un pas considéré succès diplomatique en attendant véritablement l'effectivité sur le terrain. On vous l'a déjà dit dans la page nationale de ce journal, la page camerounaise. On vous présentera les images de cet accident de train, mais également on vous proposera la lecture de ce préavis de grève qui vient de l'archidiocèse de Bertoua. Ce sont les membres de la communauté chrétienne qui annoncent une grève le 30 juillet prochain. Ils sont contre la gestion de l'archidiocèse par l'actuel archevêque. Vous aurez lecture intégrale. Le temps d'aller à Douala et ce rapport, cette restitution d'une étude qui parle de l'état de
pollution, notamment dans la zone industrielle. Avec l'exposition au mercure, de plus en plus des cas de pollution exposent les Africains, notamment les habitants de la capitale économique, à ces différentes maladies qui sont considérées comme les maladies occidentales, mais qui sont de plus en plus présentes chez nous, les AVC et les autres. Que dit exactement ce rapport? Marie Aligui. Placé parmi les 10 substances les plus dangereuses pour la santé, le mercure est de plus en plus présent dans nos espaces de vie. Vous pouvez être exposé même simplement dans votre maison. Lorsqu'un thermomètre à mercure se casse, vous essayez de nettoyer, vous croyez que vous avez nettoyé, ça peut rester là 15 ans. Donc évitez les thermomètres à mercure, évitez les produits cosmétiques qui sont éclaircissants, parce que c'est à base du mercure. Les ampoules économiques d'aujourd'hui contiennent du mercure, c'est la vapeur du mercure qui est là-dedans. Donc quand ça se cache chez vous là, ça libère le mercure. Une étude menée en 2013 par le docteur Gilbert Kouepo démontre que l'exposition des populations au mercure est plus accentuée dans les villes portuaires et industrielles telles que Douala ou encore Bata. L'une des sources des expositions de contamination du mercure, c'est par exemple les entreprises. Par exemple, on a les cimenteries, on a les fonderies, on a les entreprises de production de peinture, on a les cabinets dentaires, on a la gestion des déchets ménagers. Tous les produits qui contiennent du mercure ajouté se retrouvent dans les ordures et qui parfois sont brûlés à l'air libre et le mercure est libéré. D'après les résultats des analyses, le taux d'exposition au mercure des échantillons prélevés varie entre 1,9 et 3,77 ppm, alors que la norme ne devrait pas excéder 1 ppm. Une situation qui entraîne de lourdes conséquences sur la santé des populations. Le principal effet de ce métal, c'est sur le système nerveux, avec notamment une diminution des capacités intellectuelles. Une autre complication qu'il faut préciser de l'exposition au mercure, sont les maladies rénales. Si l'organe qui est chargé d'épurer le corps, de nettoyer le corps est déjà malade, vous voyez, on peut avoir une accumulation des déchets dans l'organisme qui va provoquer des troubles. Ça peut rendre toutes les populations d'une ville, les toc-toc comme on dit chez nous, c'est-à-dire ça réduit le quotient intellectuel. Au regard de l'incivisme qui règne dans la ville de Douala, il y a lieu de se demander si ces comportements ne sont pas liés à l'exposition au mercure. L'économique du Cameroun qui reçoit également une réflexion autour du développement de la production agricole en Afrique au sud du Sahara. Ce sont les organisations paysannes et les instituts de recherche agricole qui sont mobilisés pour trouver les différentes stratégies, développer l'agriculture pour asseoir une bonne politique économique, mais également repousser les menaces de quelques crises alimentaires. Edmond Foutué. En affirmant que la terre ne manque pas, l'osage africain Paul Biya, président de la République du Cameroun, avait très vite compris que ses frères africains devraient retourner dans leurs champs fertiles pour booster les productions afin de réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Donc l'Afrique subsaharienne peut se nourrir, il suffit seulement qu'on puisse relier la recherche et la production agricole. Enfin, les chefs d'État et de gouvernement ont compris qu'il fallait évoluer vers l'agriculture de seconde génération. Déclaration faite à Maputo au Mozambique en 2003 et à Malabo en Guinée équatoriale en 2014. Quand vous parlez de l'agriculture, vous parlez déjà de la nourriture d'abord, avant les autres produits agricoles. Donc automatiquement, si l'agriculture ne réduit pas la famine, si elle ne réduit pas la pauvreté, c'est qu'elle ne joue pas du tout son rôle. Vous savez que le secteur agricole, c'est le secteur qui, aujourd'hui, porte un potentiel énorme en matière d'employabilité des jeunes. Pour parvenir au développement complet de l'agriculture en Afrique centrale, les leaders des organisations paysannes et des instituts nationaux de recherche agricole sont réunis à Douala au Cameroun. Ils recherchent les moyens pour briser les barrières qui freinent ce projet. Ainsi, l'aspect finance a été identifié comme une véritable contrainte. Aucune agriculture au monde ne peut fonctionner sans source de financement. Que les États membres de l'Union africaine puissent mettre au moins 10% de leurs budgets nationaux pour le financement de l'agriculture, pour espérer atteindre une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 6% l'an.
Mais ce financement public-là, il devrait être complété par un financement privé massif. Les assises de Douala vont durer 3 jours et les recommandations qui seront formulées iront dans le sens de mettre en application les objectifs du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique. Et ce sont des bonnes nouvelles pour le centre de l'enfance de Bétamba qui va pouvoir voir son espace prendre de la couleur et de la modernité. C'est l'objet d'une convention qui a été signée aujourd'hui. L'institution camerounaise de l'enfance de Bétamba qui va bénéficier de l'implication du ministère de la Défense et particulièrement du génie militaire. Le ministère délégué à la présidence, chargé de la Défense et le ministre des Affaires sociales ont procédé donc à la signature de cette convention aujourd'hui. Les travaux vont coûter un peu plus d'1 milliard 598 millions de francs CFA pendant 36 mois pour voir le centre de Bétamba reprendre de très belles couleurs. Je vous propose à cet effet d'écouter les impressions et la réaction du ministre des Affaires sociales. L'institution camerounaise de l'enfant, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a été créée en 1952 par l'administration coloniale et elle a été retrocédée à l'administration camerounaise en 1968. Elle était là pour lutter contre la criminalité juvénile. Donc tous les enfants qui étaient délinquants y allaient et déjà il y avait une façon de les réhabiliter, de les insérer, n'est-ce pas, dans la société en leur apprenant des petits métiers, que ce soit dans la menuiserie, la maçonnerie, la mécanique auto, la vannerie, bref, tous ces petits métiers pour leur permettre de se réinsérer dans la société. Donc nous pensons qu'il est temps aujourd'hui de redynamiser cette formation professionnelle et permettre à ces enfants qui ont perdu tous les repères, n'est-ce pas, de se réinsérer dans la société. Ce journal est repris en direct par les téléspectateurs de Vision 4 RCA et on poursuivra avant la fin de cette édition notre série consacrée à l'inauguration de la chaîne de télévision Vision 4 RCA avec un arrêt sur ces différentes décorations, la reconnaissance de la République centrafricaine. Le temps d'aller à Douala, on vous le disait depuis hier, la capitale économique du Cameroun traverse des moments difficiles, abondantes pluies, mais également des problèmes dans la gestion des ordures ménagères. Les points de décharge semblent être saturés et du coup, la gestion devient un véritable casse-tête. Edmond Fautué. Selon la société chargée de l'hygiène et de la salubrité au Cameroun, environ 1400 tonnes d'ordures sont collectées par jour dans la capitale économique camerounaise. Les images parlent d'elles-mêmes. Le principal point de décharge des ordures à Douala, situé à PK10, est déjà surchargé. Conséquence, les poubelles remplies des déchets et autres tas de détritus sont abandonnés dans la nature durant des semaines, voire des mois. La décharge du génie militaire a été normale à un moment donné, mais aujourd'hui elle est dépassée. Elle est dépassée, la charge est trop forte et on ne peut plus continuer de travailler là. En saison des pluies, comme c'est le cas actuellement, la situation est de plus en plus grave. Les déchets sont déposés partout par des eaux. Les habitants de Douala suffoquent. La ville de Douala commence à avoir un problème sérieux de respiration, si on peut parler ainsi. Donc un certain nombre d'équipements collectifs deviennent très exigus par rapport à la ville de Douala. Toute la poubelle de sac, ça vient rester devant mon restaurant là. Il n'y a plus moyen, on ne respire pas. Cette décharge des déchets issus des fosses septiques situés au quartier Bois des Singes a été créée en 1988. Les bouts de vidange déversés ici prennent immédiatement la direction de la mangrove. La situation est grave, les infrastructures sont vieillissantes, les populations crient au scandale. La communauté urbaine de Douala parle d'un projet urgent en gestation, celui d'éloigner tout d'abord les points de décharge. C'est un programme très important pour la ville de Douala dans le cadre du traitement des déchets. Notre terrain de 71 hectares en Gombe, qui va donc abriter la nouvelle décharge, puisque le PK 10 est déjà surchargé, et d'autres systèmes de traitement de déchets chimiques et autres déchets solides. Mais en attendant la mise en application de ce projet, il y a un grand risque d'enregistrer plus de malades en cette saison des pluies.
Lorsqu'on entrait dans ce studio, on annonçait encore que la ligne de chemin de fer entre Douala et Yaoundé était coupée à la suite d'un accident, un déraillement enregistré en fin d'après-midi. C'est le train marchandises qui partait de Douala pour Yaoundé qui a connu ce déraillement dans la localité dite Makondo, arrondissement de Ngwei. On parle d'un train qui a vu 9 wagons au total qui se sont détachés et se sont renversés. 4 wagons qui transportaient du gasoil, 5 qui transportaient de l'essence. Et vous avez vu dans ces images justement les pertes en matière de ces carburants. Les autorités sont descendues sur le terrain pour faire le constat. Selon les premières informations, un mort aurait été enregistré, un agent de sécurité d'une société de gardiennage. Le préfet du département de la Sanaga-Maritime a pris des dispositions pour éviter un cas d'incendie compte tenu de l'écoulement de ces produits, de ces carburants et éviter une autre catastrophe. Les forces de l'ordre vont veiller autour de ces citernes qui jonchent encore de ce côté du tracé ferroviaire. La grue, lorsqu'on a entré dans ce studio, n'était pas encore arrivée sur les lieux pour libérer la voie ferrée. Nous allons naturellement rester attentifs au déroulement de cette information. Ce déraillement enregistré donc sur la ligne de chemin de fer entre Yaoundé et Douala. Dans l'actualité également, on vous l'a dit, c'est une correspondance pas comme les autres qui a été enregistrée aujourd'hui. Elle est signée de la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Bertoua. C'est une lettre qui est adressée au gouverneur de la région de l'Est. Le malaise de ce côté-là est contenu dans une lettre, une note d'information qui annonce que cette grande communauté chrétienne va entrer en grève le 30 juillet prochain. Elle conteste la gestion de l'archidiocèse de Bertoua. Vous voyez la photographie de l'archevêque qui s'affiche, qui est très contestée selon cette communauté chrétienne. Et la liste des signataires accompagne d'ailleurs cette correspondance adressée au gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongo, qui se trouve naturellement ici à Yaoundé dans la suite des travaux liés à la conférence semestrielle des gouverneurs de région. Autre sujet d'actualité, c'est également la prestation de serment des nouveaux membres d'Elections Cameroun. C'était une audience spéciale aujourd'hui à la Cour suprême de Yaoundé. Le premier président de la Cour suprême en a profité pour donner des instructions, des orientations dans la conduite justement du travail qui attend désormais ces nouveaux membres d'Elections Cameroun qui ont donc ainsi prêté serment. Madame Amougou, Néa Bena et Kobena, Apolline Marie, il y a également Bele Amougou Dieudonné et Peter Mbou, les 3 nouveaux membres justement du Conseil électoral d'Elections Cameroun qui ont donc prêté serment aujourd'hui et qui doivent avoir comme compagnon le droit, parce qu'ils doivent dire le droit selon les propos du premier président de la Cour suprême aujourd'hui ici à Yaoundé. Et comme on vous le disait, le journal est repris en direct par Vision 4 en République centrafricaine, ce pays qui n'a pas encore oublié la grande cérémonie de vendredi dernier, cérémonie d'inauguration du siège de Vision 4 RCA par les soins du président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui en a profité pour saluer cet investissement camerounais de Jean-Pierre Amougou Belinga. Et pour matérialiser tout cela, des décorations ont été remises sur le champ par les soins et par les mains, comme on le dit souvent, du président de la République en personne parfaite ici. Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga, au nom de la Centrafricaine et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous remettons la médaille d'officier dans l'ordre national de la reconnaissance centrafricaine. Le travail et le dynamisme du Camerounais Jean-Pierre Amougou Belinga viennent d'être reconnus en République centrafricaine. Il n'y avait pas mieux que le chef de l'État centrafricain pour le relever de manière exceptionnelle.
aux hommes valeureux, la nation reconnaissante. Une reconnaissance de l'État centrafricain au président directeur général du groupe L'Anecdote et promoteur des chaînes de télévision Vision 4. Officier de l'Ordre national de la valeur, la médaille a fièrement été apposée sur la poitrine de ce désormais incontournable des médias au Cameroun et en Afrique. Une véritable satisfaction. Un sentiment de fierté. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même quelques détracteurs hier. Certains imposteurs ont appelé le Premier ministre pour dire que le président Biya interdisait cette cérémonie. Vérification faite, il s'agissait de petits jaloux. Je l'avais déjà dit, le train est parti de la gare, il a pris sa vitesse de croisière, rien n'arrêtera le groupe L'Anecdote. Donc c'est un sentiment de fierté et je ne peux être que fier de l'œuvre que tout le monde a pu abattre jusqu'à maintenant. Soulignons également que 3 autres collaborateurs du président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amogo-Belinga, ont été honorés au cours de la même cérémonie. Jean-Claude Foudabega, Ernest Obama et Michel Béné, tous élevés au rang de chevalier de l'Ordre national de la reconnaissance centrafricaine. Par cet acte fort du chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, plus besoin de vous faire un dessin pour comprendre que Vision 4 et son illustre promoteur sont plus que jamais déterminés à donner le ton de l'information et de la communication en Afrique. Et au sein du groupe L'Anecdote, c'est déjà priorité à de nouveaux projets, interconnexion totale avec Douala, interconnexion totale avec plusieurs capitales africaines. Libreville est dans la ligne de mire. Des opérations vont être menées de ce côté-là pour ajouter un pas de plus, une page de plus à la belle histoire de la couverture de tout le continent africain et de quelques pays européens par le groupe L'Anecdote et la chaîne de télévision Vision 4. Et comme un célèbre slogan, on le retient souvent au Cameroun, et ce n'est pas fini, c'est le temps de l'histoire, l'histoire écrite par le promoteur du groupe L'Anecdote, Ernest Obama. Le temps et l'histoire se sont donné rendez-vous ce vendredi à Bangui. Le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État de la République centrafricaine, conforte son entrée par la grande porte dans l'histoire de son pays. Élu au terme d'un scrutin libre et transparent à 2 tours, salué et pris pour exemple par la communauté internationale, l'ancien étudiant de l'université de Yaoundé vient d'honorer une de ses promesses de campagne, à savoir permettre à la RCA de rattraper son retard dans le domaine de la communication. En venant en personne inaugurer la première chaîne de télévision privée à s'installer dans son pays, l'ancien recteur de l'université de Bangui réaffirme son désir de faire de la RCA un pays libre et stable, loin des images horribles et ignobles qui ont plongé la Centrafrique dans la léthargie. L'histoire, ce vendredi à Bangui, a choisi son temps et ses hommes. Et visiblement, l'homme du temps se nomme Jean-Pierre Amogo-Belinga. Patron du très prestigieux groupe international de communication L'Anecdote, dont les fleurons les plus en vue sont Vision 4 et le journal L'Anecdote, il a ce jour reçu la reconnaissance du peuple centrafricain à travers sa plus haute autorité. L'inauguration de Vision 4 RCA, au-delà de la confirmation du leadership de la chaîne dans la sous-région, vient magnifier le dynamisme du secteur privé camerounais impulsé par le chef de l'État, Paul Biya. Faustin Archange Touadéra et Jean-Pierre Amogo-Belinga sont donc le symbole d'une Afrique qui gagne, une Afrique forte qui caresse le rêve de sortir le continent noir du sous-développement grâce à une coopération sud-sud. Après Brazzaville, au Congo, Malabo en Guinée équatoriale, Paris en France, l'ouverture de Vision 4 RCA est la preuve, s'il en fallait encore, que Jean-Pierre Amogo-Belinga, comme Christophe Colomb, est résolument engagé à la conquête de l'Afrique. Vision 4, la chaîne africaine, est donc loin d'être un concept creux, mais une réalité. Et je vous donne lecture intégrale de cette lettre de la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Bertois dans son intégralité. Cette communauté chrétienne, dans cette note d'information adressée au gouverneur de la région de l'Est, écrit ceci à monsieur le gouverneur de la région de l'Est Bertois. Monsieur, nous membres de la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Bertois,
avons l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance manifester notre indignation et notre ras-le-bol suite aux exactions et à la mauvaise gestion de notre archidiocèse par l'archevêque des lieux, Monseigneur Joseph Atanga. Cette attitude incarne la révolte des opprimés, le combat des désespérés que nous sommes. Elle traduit aussi la crainte quant à l'avenir de la chrétienté dans notre région. Aussi, voulons-nous informer d'un mouvement de grève générale pacifique prévu pour le dimanche 30 juillet 2017 à partir de 7 h à la cathédrale Sainte-Famille de Berthois. Veuillez croire, monsieur le gouverneur, en notre très haute considération. Je précise justement que des vérifications et des recoupements sont actuellement effectués à Berthois pour authentifier cette correspondance qui circule dans toutes les rédactions en ce moment précis. Voilà, c'est ici que se referme cette édition du journal. Au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles, merci de l'avoir suivi. Passez une magnifique soirée sur les antennes de Vision 4. En effet, depuis la chute du colonel Mouammar Kadhafi en 2011, l'on assiste à une balkanisation du pays. Le gouvernement de Tripoli bénéficie d'une légitimité politique reconnue par la communauté internationale, tandis que la puissance de l'Est gère le terrain militaire. Cependant, pour aider à sortir la Libye de cette crise, l'option d'une réconciliation a été adoptée. Pour la première fois, deux grands rivaux, deux frères ennemis, qui se disputent le contrôle de la Libye et qui hier n'arrivaient même pas à s'asseoir, encore moins s'entendre, se sont accordés sur une déclaration sous les auspices du président français Emmanuel Macron à la Selle Saint-Claude en région parisienne. Le Premier ministre Sarraj et le maréchal Haftar ont agréé un texte évoquant un cessez-le-feu et la tenue d'élections au printemps 2018, mais ne l'ont pas encore signé. Néanmoins, pour certains observateurs, c'est déjà une étape vers la reconstruction, comme l'évoque le document, qui précise également une feuille de route pour la défense et la sécurité du territoire libyen contre les menaces et les trafics. Sauf que pour les plus sceptiques, un risque de créer un troisième parlement et d'accroître encore les fractures plane. Car, rappelons-le, il existe de nombreux clans rivaux organisés en milices qui s'affrontent. Djihadistes et autres mouvements armés écument actuellement la bande sahélo-saharienne. Et même dans les deux camps, la communication n'est pas des plus fluides. Par ailleurs, le document, en 10 points, réaffirme que seule une solution politique permettra de sortir de la crise libyenne et réitère la validité des accords de Skirat au Maroc signés en 2015 sous l'égide de l'ONU. Tout de même, c'est un pas considéré succès diplomatique en attendant véritablement l'effectivité sur le terrain. On vous l'a déjà dit dans la page nationale de ce... Plusieurs jeunes du collectif Wankai, formés d'artistes et d'intellectuels guinéens, ont été arrêtés, au nombre desquels le chanteur de reggae Takana Zion est conduit à la gendarmerie de Matam au sud de Conakry. Si le président Condé est jusqu'ici resté évasif sur la question de sa succession, la jeunesse démocratique du pays dit, elle, vouloir prévenir toute velléité d'accaparement du pouvoir et revendiquer son droit à manifester librement. Le professeur Condé au pouvoir depuis 2010 devrait céder le pouvoir en 2020 au terme d'une élection présidentielle libre et transparente qui lui trouvera un successeur selon les dispositions légales de la constitution guinéenne. Mais les multiples dérives et sorties malencontreuses, comme celle avec les étudiants de l'université Gamel Abdel Nasser de Conakry au sujet des tablettes électroniques, laissent interrogateurs. Après ces échauffourées, l'un des membres du collectif Wankai 2020, le chanteur Gianni Alpha en liberté, a promis de se rendre à Matam chercher les autres camarades incarcérés, dont le meneur de la contestation Takana Zion, mais de manière pacifique. Quelle valeur faut-il accorder aujourd'hui à ce cessez-le-feu qui est annoncé du côté de la Libye? Les belligérants de la crise libyenne se sont engagés avec les déclarations de bonnes intentions, sauf que cette déclaration de cessez-le-feu n'a pas été signée et du coup on s'interroge sur le processus qui est annoncé, sur l'éventualité d'une élection programmée de ce côté-là. S'agit-il d'un trompe-l'œil ou tout simplement des avancées et un cessez-le-feu sans garantie? Les questions sont posées aujourd'hui, Salamatou Badian.
Fayez Sarraj, chef du gouvernement d'entente nationale, et le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye, sont présentés comme les principaux protagonistes de la crise libyenne. 42 de ces fausses sont bien évidemment attribuées à l'armée. S'agissant toujours des violations des droits de l'homme, le document évoque une hausse des cas de viol, soit 210, une hausse des décès en prison et plus de 5500 évasions. Parmi les violations relevées dans le rapport également, figurent les droits de l'homme à caractère politique avec plus de 170 prisonniers politiques et d'opinion toujours détenus. Le rapport ne manque pas d'évoquer le peu d'efforts engagés par les autorités de Kinshasa pour assurer des enquêtes crédibles et indépendantes sur toutes ces violences évoquées. Et en Guinée, il ne s'agit pas d'un rapport des Nations Unies, mais plutôt les rapports devenus difficiles entre le gouvernement, le président Alpha Condé et les partis politiques de l'opposition. Les rues grondent depuis quelques jours maintenant. Ces rues n'acceptent pas l'éventualité d'un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Il ne s'est pas encore ouvertement prononcé, mais son retour du sommet de l'Union africaine a laissé échapper quelques indicateurs. Et du coup, ces organisations des jeunes, ces organisations des partis politiques ne veulent pas voir Alpha Condé briller un troisième mandat en 2020. Mathieu Wamba. C'est une foule immense de plus de 2000 jeunes issus du collectif Wankai 2020 qui a défilé hier 25 juillet à Conakry pour protester et dire non au troisième mandat supposé du président Alpha Condé. Ces jeunes qui se sont inspirés du collectif Yanamar du Sénégal répondaient à ces multiples appels de soutien au président Condé par la Ligue des jeunes de son parti. Parti de l'esplanade du stade du 28 septembre en direction du boulevard Diallo-Telli, au centre administratif de Kaloum, où la manifestation a été dispersée et a dégénéré face à la police et à la gendarmerie qui ont essuyé des jets de pierre et lancé des lacrymogènes. Bonsoir, bienvenue au journal. À la une de cette édition, ce rapport des Nations Unies qui accable la République démocratique du Congo et surtout les agents publics accusés de nombreuses violations des droits de l'homme. 58% des cas enregistrés dans ce pays sont imputés à ces agents publics avec en prime 591 cas d'exécution sommaire enregistrés les 6 premiers mois de l'année 2017. Ce rapport vient d'être publié par l'Organisation des Nations Unies. Gros plan sur ce rapport qui dérange à Kinshasa dans cette édition du 20h. Le 20h également, ce sont ces rues qui grondent du côté de Conakry en Guinée. Alpha Condé sera-t-il candidat pour un troisième mandat? Les manifestations de contestation sont déjà enregistrées dans les rues de Conakry avec arrestations, interpellations et autres. Il ne s'est pas encore prononcé, le président guinéen, mais quelques faits, actes et autres indiquent qu'il pourrait briguer un troisième mandat en 2020. Des réactions violentes sont enregistrées dans ce pays. Et puis l'Afrique face à ces maladies considérées comme les maladies occidentales, les AVC et autres qui déciment les Africains avec parfois des causes qui ne sont pas loin. L'exposition au mercure, par exemple, fait partie de ces causes. À Douala, la restitution des études relatives à quelques cas de pollution liés au mercure indique justement les risques d'atteinte de ces maladies dites occidentales qui frappent aujourd'hui le Cameroun. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Dans cette édition, on vous présentera également les images exclusives de cet accident de train qui vient d'être enregistré dans la localité de Makondo, arrondissement de Ngui. C'est un train marchandise qui partait de Douala pour Yaoundé qui a connu cet accident au carreau. Selon les dernières informations, un mort. Nous y reviendrons. Le temps d'aller en République démocratique du Congo et ce rapport des Nations Unies sur l'état des droits de l'homme dans ce pays. Les agents publics sont principalement responsables des cas dénoncés dans ce rapport avec des accusations qui tournent autour de 58% de taux de responsabilité. Dans les chiffres proposés par les Nations Unies, ceux liés aux exécutions sommaires suscitent quand même des inquiétudes. 591 cas d'exécution sommaire enregistrés pendant les 6 premiers mois de l'année 2017. Michel Seré-Djoumri. Le rapport que vient de publier le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dresse un bilan inquiétant de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo pour le premier semestre de l'année 2017. D'entrée de jeu, le document indexe les agents de l'État d'être responsables à 58%
des différentes violations recensées. Il s'agit des militaires, des agents de police et des agents de renseignement. Au moins 591 exécutions ont été commises. Les provinces du Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental sont les plus touchées. De façon un peu plus détaillée, l'armée est accusée d'avoir exécuté au moins 428 personnes, dont 17 femmes et 140 enfants. La mort de 37 personnes, dont 3 femmes, est par ailleurs attribuée aux miliciens. L'ONU, dans son rapport, fait également état de 80 fosses communes au moins documentées. Elles auraient été creusées à la suite des affrontements entre miliciens et armées.